السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fik, Ilyes, d'avoir accepté mon invitation de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Rafik, c'est avec grand plaisir. Donc, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. J'aimerais, Inch'Allah ta'ala, aborder pas mal de sujets d'actualité, mais d'une actualité qui soit un peu plus profonde dans la réaction que l'on pourrait voir ici et là. Mais avant ça, Inch'Allah ta'ala, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Oui, c'est vraiment très rapidement, on n'aime jamais trop parler de soi. Ouais. Donc, je suis Ilyes Chakal, bon, pour ceux qui me connaissent peut-être au travers de la maison d'édition Orims, et notamment la célèbre saga Saladin, on remonte le temps dans le contre de l'histoire. Alors moi je suis docteur de l'université, donc j'ai soutenu une thèse sur la pensée islamique et sur la notion de vanité, plus particulièrement, que l'on traduit approximativement par le Roro, et c'est tout ce qui enlève de l'illusion, de la duperie dans sa pratique spirituelle justement. Et donc l'idée était d'étudier les mécanismes un petit peu psychologiques, spirituels qui président justement à ces illusions et qui doivent amener le croyant à être toujours entre guillemets en alerte, n'est-ce pas, pour ne pas se sentir à l'abri de la ruse. Alors, ni de sa nefs, ni du shaitan, et moins encore de celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien, donc à la lumière de ce que tu viens de nous dire, on voit que tu essaies de toucher plusieurs pans de la population. Déjà avec la saga Saladin, tu essaies de mettre la graine d'une identité islamique auprès d'un jeune, on va dire, qui vit en France, qui côtoie l'école publique, etc. Et donc avec, parce que je fais un petit peu le résumé de ton livre, il se retrouve à voyager à travers l'histoire grâce à un anneau qui lui permet justement de rencontrer les grandes figures historiques. Donc tu arrives en même temps, d'un point de vue ludique pour les futures générations, à leur donner une identité islamique, historique, et en même temps d'inculquer en eux cette part de leur identité qui est historique mais qui est oubliée depuis pas mal d'années. C'est un exercice quand même, en premier abord, lorsqu'on le dit comme ça, qui est assez difficile, mais lorsqu'on lit le livre, bah, ça se marie facilement, c'est même fluide. Comment t'es venu l'idée de mettre ça en place avant tout? Alors la question de l'identité, qui est prégnante évidemment dans le roman, elle est fondamentale. Je dirais même identité tout court, évidemment, mais avec cette dimension islamique. Parce qu'on est avant tout un être social. Donc tu faisais référence effectivement au héros, Saladin, qui est un ado dans le premier tome, et qui vit effectivement, donc qui est issu de l'immigration maghrébine en France. Alors il était important d'ancrer ce personnage évidemment dans sa société, dans sa double culture, parce qu'il est important de le soulever. Et ce roman-là, alors en plus de ma formation académique, relève plutôt du côté professionnel, donc l'expérience professionnelle de terrain, d'accompagnement de jeunes notamment. Et dans cet accompagnement-là, alors j'ai côtoyé des jeunes qui étaient performants, intelligents, donc pour lesquels on prédisait un avenir brillant. Et puis il y a cette frange de la population qui est souvent malheureusement marginalisée, qui avait besoin d'un accompagnement spécifique et qui, elle, présentait de véritables problèmes d'acculturation, de perte de sens, de repères. Et c'est en fusionnant un petit peu cette expérience professionnelle dans cette double approche-là que je me suis dit qu'il y avait un personnage à inventer, à imaginer évidemment, qui permette quelque part de créer du lien entre ce qui fait notre histoire, notre identité, donc notre présence surtout. Et donc comment combiner tout cela de manière apaisée. Et c'est au travers du prisme de la civilisation arabo-musulmane que j'ai tenté de revisiter un petit peu ça. Et ne nous voilons pas la face, c'est une partie aussi de notre histoire, de mon histoire, puisque je suis moi-même issu de l'immigration né en France. D'accord, mais justement, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu avoir cet entretien avec toi, parce qu'au-delà du fait que tu as des compétences et que tu peux exprimer certaines idées que tu nous partagerais, tu es quand même le grand frère, tu nous as précédé justement dans cette première vague d'immigration qui est arrivée en France, tu comprends très bien les rouages, cette duplicité identitaire que nous avons ici en France, et parfois malheureusement de cette duplicité identitaire, ça s'est transformé malheureusement en une maladie, on est devenu presque schizophrène. Et justement à travers la saga Saladin, que mes enfants ont dévoré d'ailleurs au passage, on se retrouve à avoir une histoire noble, une histoire riche, et lorsqu'on regarde notre quotidien, le bitume dans lequel nous sommes en train de vivre, où il n'y a pas d'horizon, où je ne suis pas dans la victimisation, mais les portes vraiment sont fermées, on est quand même stigmatisé, et qu'on nous ramène, et qu'on nous rappelle toujours qu'on vient de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça, c'est une question qui est d'actualité, mais dans une actualité longue. Comment nos jeunes, à travers ta lecture, pourraient justement pouvoir se défaire de ce carcan
de cette double identité, de cette schizophrénie identitaire? Alors, je crois que ce qui est important de relever, c'est qu'effectivement, j'ai toujours tendance à dire que nos enfants subissent des choses que nous, en tant qu'enfants d'immigrés, n'avons pas subies. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une trentaine d'années, hein, on peut remonter à 30-40 ans, il me semble que les esprits étaient beaucoup plus ouverts. Il y avait effectivement des problématiques d'ordre sociétal, cette défiance à l'égard de l'étranger. N'oublions pas que nos parents, qui ont côtoyé évidemment des Français de leur génération, ont été perçus comme des intrus dans le sens où il y avait une histoire qui était un petit peu douloureuse, notamment avec la perte de l'Algérie française. Donc beaucoup de pieds noirs, de gens sont rentrés d'Algérie, donc ont côtoyé ceux qu'ils côtoyaient, je dirais, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc je crois que c'est important pour lire l'histoire de manière apaisée, de toujours trouver les bonnes clés de lecture. Ouais. Donc ça, c'est le terrain qui préexistait. Et assez paradoxalement, même dans les anciennes générations, entre guillemets, de Français dits de souche, nous avions des gens qui avaient un minimum de connaissance de notre culture. Donc ils n'étaient pas à proprement parler choqués. Ce qui fait aujourd'hui la différence, c'est que les nouvelles générations montantes n'ont pas ce lien-là, n'ont pas vécu évidemment cette vague d'immigration telle que nos aînés en tout cas l'ont vue, l'ont perçue, et on a une méconnaissance, ce qui est assez incroyable d'ailleurs, et je dirais même paradoxal, puisqu'on n'a jamais entre guillemets autant été instruit, mais instruction ne signifie pas intelligence et perspicacité, sagacité dans l'analyse. Ce sont deux choses différentes. Et on voit bien qu'au travers d'une instruction de masse, on peut quelque part, presque je dirais même, manipuler les masses plus facilement. Parce qu'on peut jouer finalement quelque part de mots-clés entre guillemets qui vont tout de suite peut-être parler pour une grande majorité, mais ça annihile toute capacité d'analyse fine. Mais si on prend le recul nécessaire, ce que vivent nos jeunes effectivement, cette forme de crise identitaire, elle est liée à plusieurs paramètres. Le premier, c'est que de plus en plus, de génération en génération, les liens se distendent avec, entre guillemets, nos cultures prétendument originelles. Donc certains ont coupé carrément les ponts et d'autres ont gardé une forme de relation, alors soit par le biais de leurs vacances estivales, soit par des membres de la famille qui de temps en temps font le lien entre les deux rives, mais ça reste très complexe. Soit par un drapeau qui ne veut plus rien dire lors de mariage. Qui est complètement insignifiant. D'accord. Et c'est dommage parce que le nationalisme exacerbé, on voit bien qu'il est en train de s'exacerber dans toutes les parties du globe, et à un moment donné, ça trahit pour moi une méconnaissance profonde de ce qui fait l'histoire humaine. Le repli identitaire, ce repli identitaire. Alors une forme de repli identitaire, mais je n'ose pas employer l'expression parce que certains pourraient l'assimiler à du repli communautariste, non. Mais il y a un repli identitaire qui est général, c'est-à-dire on le voit bien en Europe évidemment, puisque les dernières élections montrent qu'il y a donc une montée des extrémismes de droite, notamment en matière politique, et donc ça interroge. Ça interroge. Et ces nationalismes-là sont exacerbés à l'échelle africaine, on le voit aussi dans d'autres parties du globe, et donc il y a tout intérêt à s'intéresser de nouveau à la matière historique, évidemment, et interroger la façon dont toutes ces civilisations-là, toutes ces communautés-là humaines ont coexisté, alors parfois évidemment de manière violente, puisque les guerres sont là pour en témoigner, mais il n'empêche que, si on s'intéresse plus particulièrement à l'islam, à l'histoire de l'islam en France, on nous fait remonter, entre guillemets, l'immigration aux années 60, voire même avant en réalité, évidemment, puisqu'on sait que, de par les colonies, on a une immigration qui date de bien avant les années 60. Mais les délégations, par exemple, officielles étaient envoyées déjà à l'époque médiévale. Le calife Haroun al-Rachid, au 8e siècle, a envoyé une délégation à Charlemagne. Il ne faut pas oublier, c'est pour l'histoire, Louis XIV a reçu une délégation, notamment venue du Maroc. Avec François Ier aussi. Bon, donc, l'histoire ne peut pas être amnésique de ce qui a fait, évidemment, je dirais, ces rencontres-là, ces échanges. La régence d'Alger, par exemple, avec la France, où les liens étaient quand même assez resserrés par moments. Donc je pense que cette amnésie-là, qui soit est volontaire, soit des fois provoquée, ou je dirais même inavouée, doit nous pousser à revisiter l'histoire et surtout à avoir les bonnes clés de lecture de l'histoire. Parce qu'il faut toujours s'interroger à qui écrit l'histoire et dans quelle perspective. Très bien, mais justement, en revenant à la question que je t'ai posée, nos enfants, par rapport à cette schizophrénie identitaire, ce que tu viens de dire, tu viens de nous parler d'un avant, qu'on ne vient pas de quelque part et que ce n'est pas quelque chose de nouveau, justement, ce brassage ethnique, ce brassage civilisationnel. Néanmoins, lorsque tu vois un jeune qui grandit dans les quartiers, ou même pas,
il n'arrive plus à trouver sa place. Et on voit une sorte, j'aime pas le terme parce qu'il y a une connotation très religieuse sur ce terme-là. On nous parle beaucoup de hijra, d'autres parlent d'expatriation, d'autres se disent mais on n'a plus notre place en France. À ces jeunes-là qui ont perdu espoir et qui ne trouvent plus justement leur place au sein justement de la France, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Est-ce qu'ils ont raison quelque part? Est-ce qu'ils doivent mesurer leurs propos? Quelle est ta lecture de tout ça? Je serais tenté de dire que comme tout processus intellectuel, déjà il faut se poser les bonnes questions. Ou à défaut de se poser les bonnes questions, se poser des questions, déjà s'interroger sur soi-même, sur notre environnement familial, notre environnement social de manière plus large, sur évidemment cette opportunité, parce que c'est une chance que d'avoir une double culture. Faut-il pour autant savoir en tirer tous les bénéfices requis? C'est ça aussi. Et ces jeunes-là, je serais tenté de leur dire la chose suivante. D'une part, soyez apaisés parce que très certainement qu'il y a encore une grande forme d'ignorance. Mais ce que j'appelle l'ignorance, c'est au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire que vous avez encore des choses à découvrir, à apprendre. Peut-être n'avez-vous pas fait la démarche, faites-le. Posez-vous des questions quand vous allez sur vos lieux de villégiature, par exemple, Maroc, Tunisie, Algérie ou je ne sais quoi, au Caisse. Nous avons une histoire, nous avons des monuments. Mais si vous marchez dans les rues sans lever la tête, sans vous interroger sur votre environnement, sur ce qui fait par exemple la qualité de telle porte sculptée, sur cette architecture spécifique, quelque part vous vous coupez forcément de votre identité. Donc là, vous êtes quelque part un étranger au sein même de votre propre culture. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'en dépit effectivement de tous ces vents contraires qui sont perturbants, il faut l'avouer, on doit être tel l'arbre enraciné profondément qui doit savoir faire face à ces vents-là. Et pour la petite anecdote, on a un vers de poésie qui est rapporté par un ancien grand penseur musulman, Al-Ghazali, au XIe siècle, alors il évoque un échange entre le pin maritime, donc l'arbre, hein, le pin, et la courge. Alors la courge, bon, c'est une plante, évidemment, c'est pas un arbre. Et puis la courge s'enorgueille en disant, moi je suis un arbre. Et le pin, vexé, il dit, mais c'est pas possible que tu puisses tenir ce discours-là. Et donc il dit, tu verras une fois que les vents d'automne se lèveront, que les tempêtes s'abattront, nous verrons qui de toi ou de moi est l'arbre. Parce que l'arbre, évidemment, il est confiant, il a des racines qui sont bien profondes. Et ça donne ce vers de poésie, vous voyez, tu verras une fois la poussière dissipée, lequel de l'âne ou du cheval est ta monture. Là, tu montes quelque chose, je ne sais pas si c'est un âne ou un cheval. Et une fois que la poussière est tombée, bah, tu verras si tu montes un âne ou un cheval. C'est un petit peu cela le problème de l'identité aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas en réalité quel cheval, quelle monture, sur quelle monture nous sommes. Voilà. Et donc, je pense qu'une lecture adéquate, revisiter son histoire, comprendre aussi ce qui tiraille la société française dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Parce que la France n'a pas toujours été, entre guillemets en tout cas, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y a une crise qui est certes politique, il y a une crise morale, et il y a une crise économique. Ça fait beaucoup de crises à la fois. Si on intègre ça dans un espace plus large, qui est évidemment celui de l'espace européen, et au-delà encore de la mondialisation, il est normal que nous soyons confrontés à tous ces vents contraires. Et quand on perd sa boussole, on a nous une boussole, alhamdoulilah, en tant que musulmans, c'est As-Sirat al-Mustaqim, c'est la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracée. Et cette voie-là, si nous y revenons, nous serons une lumière non seulement évidemment pour nous, pour nos proches et pour la société, peu importe qu'ils soient musulmans ou non. Lorsque l'on sait reconnaître les qualités d'un homme sincère, d'un homme bon, d'un citoyen exemplaire, vous pouvez être utile à tous les membres de votre entourage. Que dire de celles et ceux justement qui disent que, comme je viens de te l'annoncer, nous n'avons plus notre place ici en France? Et pire encore, lorsque je pense à mes enfants, là où justement il y a dans notre société des nouvelles tendances comme, comment dirais-je, la théorie du genre qui vient justement dans les écoles et qui vient s'inviter justement dans l'éducation nationale, hein, alors que ça devrait être l'instruction nationale, et ils disent « ouais mais non, mais regarde ce qu'ils sont en train d'enseigner à nos enfants, etc. Nous n'avons plus notre place ici. » J'avais eu un discours justement avec une personne qui me disait cette chose-là, mais regarde ce qu'ils sont en train d'enseigner à nos enfants. Et je leur ai dit, mais ils ont enseigné pire à nos enfants. Il me fait, non, mais on ne peut pas avoir pire que ça. J'ai fait pendant moi, lorsque j'étais petit, et pendant des décennies, on nous a enseigné que Dieu n'existait pas, qu'on nous descendions du singe, et qu'il y avait la théorie de l'évolution. Et donc ça, c'est encore pire que de pouvoir enseigner justement la théorie du genre. Parce que là, on touche véritablement au tawhid, à l'unicité, et on ne touche pas simplement qu'à
on va dire, un travers que les trois religions monothéistes pourraient voir. Donc pourquoi ne pas s'offusquer de quelque chose qui touche au dogme, à la aqida, et tu t'offusques de quelque chose qui est social. Donc pour tous ces aspects-là, ils disent mais on n'a absolument plus rien à faire ici. Et je sais que je suis en train d'insister, mais voilà le discours qui prédomine. Et même s'ils ne le disent pas, ben, on l'entend fort, ça gronde intérieurement. Pourquoi toujours revenir à l'histoire? Les sociétés humaines, elles ont toujours été ce qu'elles ont été. C'est-à-dire que, on nous parle aujourd'hui, bon, tu parles de théorie du genre, tu parles entre guillemets peut-être d'orientation sexuelle ou autre, mais de l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pratiques contre nature, comme on les qualifie religieusement parlant, ont toujours existé. Même à l'époque de l'autre, bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont des choses qui ont existé. Les problèmes de femmes qui étaient contraintes peut-être de vendre leur charme ou autre, ça a toujours existé. Ce ne sont pas des choses qui fondamentalement, entre guillemets, dans le genre humain, ont changé. Sauf que ce qui change aujourd'hui, c'est que ce sont des points qui sont exacerbés pour une raison ou pour une autre. Et c'est peut-être le moyen, justement, pour le croyant de s'interroger sur sa pratique spirituelle, de s'interroger sur les fondamentaux. Donc, plutôt que de fuir et de s'imaginer que l'herbe sera plus verte ailleurs, il faut peut-être s'interroger sur aujourd'hui les sociétés à l'échelle mondiale. Et quand vous vous rendez dans des pays dont la tradition, la culture est profondément musulmane et islamique, cela n'empêche pas d'avoir les mêmes travers. On est complètement d'accord. Quand je qualifie de travers, je suis sur évidemment une approche religieuse. Selon les trois religions monothéistes, bien entendu. On n'est pas ni dans non, on n'est pas dans le jugement, absolument pas, non. Voilà. Voilà, on a des convictions. Religieusement parlant, on sait très bien que voilà, il y a un certain nombre je dirais, de péchés qui sont définis, il y a un cadre, il y a ce que l'on appelle les canons, évidemment, religieux. Bon, voilà. Donc, selon ces normes-là, effectivement, ça peut peut-être, entre guillemets, en tout cas, interroger le croyant. Et ça l'interroge, forcément. Mais la société, est-ce qu'elle est? Donc, au contraire, je suis tenté de dire qu'il faut s'instruire suffisamment pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de tout cela, et comprendre quelles sont les évolutions de la société d'aujourd'hui. Qui dit évolution ne dit pas forcément adhésion totale. Ce n'est pas le propos. Nous sommes dans des sociétés, entre guillemets, où les libertés individuelles, normalement, en tout cas, sont respectées. Et si ces libertés individuelles peuvent, entre guillemets, coexister, donc, entre guillemets, à chacun sa sauce. C'est ça, plutôt. Donc, le croyant peut tout à fait nager dans cet environnement. Et il n'est pas pire que ce qu'ont vécu d'autres civilisations avant nous. Je suis complètement... J'entends bien ce que tu es en train de dire. Juste pour celles et ceux qui nous regardent, il y a Thomas qui est de l'autre côté de la caméra, Thomas Bilel. Et si tu as quelque chose à dire ou quoi que ce soit, tu peux rajouter quand tu veux. Pour moi, je me nourris de vos paroles. Très bien. Toujours sur le même sillage, on a vu en fait qu'il y avait voilà, un problème identitaire, qu'il fallait regarder ces choses-là, qu'en fait l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On l'entend parfaitement bien, mais aujourd'hui, où ça va dans tous les sens, socialement parlant, politiquement parlant, géopolitiquement parlant, le musulman essaye de trouver des biais, des outils, des instruments pour essayer d'améliorer son quotidien et essayer également d'avoir une sorte de pseudo-parole fédératrice qui va montrer en fait que nous sommes, entre guillemets, une communauté. Est-ce que la communauté existe réellement? Est-ce qu'on peut parler, parce que là on vient juste de sortir des européennes, parler d'un vote communautaire? N'est-ce pas là une utopie? N'est-ce pas là une illusion? Parce que pour parler d'un vote communautaire, moi qui suis sur le terrain, il y a des frères qui me disent non, je ne veux absolument pas voter pour la gauche et pour l'extrême gauche, je suis un entrepreneur. Un SMIC à 2000 €, ça me fait couler. Et donc on verra, subhanallah, un musulman sincère qui a fait le pèlerinage à la Mecque, qui a fait la Umrah, qui est assidu dans ses prières, avoir plus de liens et de rapports avec une personne qui est de droite, parce que lui aussi est entrepreneur, parce que lui aussi il est dans les allègements des charges sociales. Et donc on verra, subhanallah, qu'il va y avoir une sorte de connivence avec une personne qui n'a absolument rien à voir avec lui d'un point de vue religieux, mais qui est très proche de lui parce que dans son quotidien, il rencontre les mêmes problèmes. Donc est-ce que véritablement le vote communautaire existe? Et est-ce que la communauté, bien qu'elle soit diverse et variée, existe-t-elle? Pour qu'il y ait cette notion de vote communautaire, il faut qu'il y ait une conscience politique. Et cette conscience politique, finalement, ne naît qu'au travers de l'implication sociale qui est la nôtre. Donc si on est très impliqué socialement, si, entre guillemets, on côtoie évidemment différentes franges de la société, qu'on parvient à échanger, à exprimer un certain nombre de points de vue, donc il y a une conscience politique qui va commencer progressivement à émerger. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on va peut-être pouvoir tenter de changer un petit peu les choses. Et je parle au niveau de la société dans
sa globalité. Hein. Je ne suis pas dans une approche purement communautariste là, donc je parle évidemment de tout un chacun. Et cette implication politique, elle nécessite un certain nombre d'accointances, de rapprochements de points de vue, et il est évident que pendant très longtemps, les musulmans se sont beaucoup plus identifiés au programme de la droite française, donc la droite dite gaullienne républicaine. Pour quelle raison? Parce que autour de valeurs telles que la famille notamment et autres, il y avait évidemment des rapprochements de points de vue évidents. Voilà. Et donc ces gens ne se sentaient pas forcément concernés par ce qu'on appelle un petit peu cette forme-là comment dirais-je, de facilitation entre guillemets d'un certain nombre de choses que la gauche en tout cas portait, sur le plan idéologique notamment, et politique. Donc on a toujours eu évidemment quelque part un penchant peut-être plus pour la droite traditionnelle, effectivement, par rapport à ces valeurs-là. Alors pourquoi on a toujours, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les anciens faire valoir religieux, oui, voter pour la gauche, oui, voter pour la gauche. Ça vient d'où alors ça? Alors, ça vient la marche des beurs. La gauche socialement déjà, elle a beaucoup plus investi le terrain justement de la culture, le terrain social, le terrain de l'entraide solidaire. Oui, vrai, ouais. Et donc beaucoup, peut-être par reconnaissance, donc leur ont reconnu cette qualité-là et ont tenté de les accompagner aussi dans cette démarche. Donc il est évident que je dirais la proximité, elle s'est faite beaucoup plus sur ce terrain-là. Mais sur le plan idéologique, on a vu que les deuxième, troisième générations ont pris leur distance avec la gauche traditionnelle. Complètement, effectivement. On le voit de plus en plus. Hein. Et n'oublions pas que culturellement, historiquement parlant, la gauche a toujours été du côté des luttes indépendantistes. Certains communistes ont été condamnés en Algérie, notamment pour leur soutien au FLN. On a eu de grands penseurs qui étaient contre justement la colonisation française. N'oublions pas Jean-Paul Sartre, par exemple, Simone de Beauvoir. Bon, ce sont de grands philosophes, de grandes personnalités qui ont marqué l'histoire culturelle de la France, intellectuelle et historique. Donc ça, on a tendance un petit peu à l'oublier. C'est pour ça que la lecture, elle doit nous permettre normalement de ne pas perdre le fil conducteur de cette histoire qui, quelque part, nous a profondément liés à certains courants idéologiques et politiques. Mais aujourd'hui, pouvons-nous encore parler de droite et de gauche, sachant qu'il y avait eu même à l'époque un nouveau parti imaginaire qu'on appelait UMPS, en fait. Parce qu'en fait, in fine, c'est plus ni la droite ni la gauche. On remarquait qu'ils avaient à peu près le même programme, que c'était tout pour la finance, tout pour l'économie, que les lois n'étaient plus votées en France, mais qui étaient votées à échelle européenne. Et donc, on se dit, et là j'appelle à un autre sujet, est-ce qu'il est encore possible de penser à une participation démocratique à travers le vote? Est-ce que le vote sert encore à quelque chose aujourd'hui? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais moi, je ne vote pas. Et ce n'est pas les musulmans qui disent ça. Même des pans entiers d'étudiants, des personnes non croyantes, non musulmanes, disent qu'en fait, le vote, on leur donne un mandat pour 5 ans, 7 ans, et à la fin, on ne voit rien qui vient. Ou ils nous font des promesses, et comme disait Chirac, les promesses ne sont que pour celles qui y croient. Et à la fin, on se regarde et on se dit, mais ça change rien, on a voté Maastricht contre le traité européen, 2 ans après, Sarkozy l'a mis en place. Donc, on a envie de participer justement à l'effort collectif. On a envie de participer à l'effort politique, nous les musulmans, en se disant, même s'il n'y a pas un vote musulman, mais in fine, est-ce que ça sert véritablement à quelque chose? Ta lecture par rapport à ça, Yes? Alors, il y a 2 lectures. La première, c'est que le mode d'expression au plan national, c'est le vote. Soit au travers des élections législatives, présidentielle évidemment, et donc ça, ce sont les occasions, les opportunités qui nous sont données d'exprimer une voix. Mais je serais tenté de dire qu'il ne faut pas oublier d'investir justement la politique locale. Surtout, c'est-à-dire, voilà, c'est votre lieu de résidence, c'est améliorer le quotidien de tous les résidents, par exemple, de votre lieu d'habitation, c'est améliorer le quotidien, évidemment, dans les lieux d'enseignement, les commerces, enfin, ce que je veux dire que on a une responsabilité en termes d'image et de comportement, d'attitude. Nous sommes la communauté du juste milieu, nous sommes la communauté du bon comportement, et malheureusement, les amalgames étant ce qu'ils sont, on est pointé du doigt justement par rapport, je dirais, à cet abîme qui s'est creusé entre ce que les textes nous ont enseigné et ce que l'on voit chez certains dans la pratique. Alors évidemment, je ne veux pas éluder cette grande masse qui, elle, respecte les fondamentaux, qui est active dans la société, ne serait-ce que sur son palier avec ses voisins, qui va faire la course pour la petite mémé, par exemple, de 80 ans, quelle que soit sa nationalité. Ça, on ne le voit pas. Mais ces efforts sont faits au quotidien. Donc je suis tenté de dire qu'avant de penser à investir le champ politique au plan national,
on a une responsabilité en tant que citoyen au plan local. De la vraie politique, en fait. C'est ça la C'est politique. la réelle politique. La réelle politique, c'est-à-dire celle qui fait en sorte de s'investir au quotidien. Voilà. Et non pas simplement par intermittence au moment des dates où l'on doit voter ou des échéances Je ne électorales. t'apprends rien quand je te dis que le prophète sallallahu nous a enjoint quant aux voisins, sans distinction aucune, C'est vrai. qu'ils soient entre guillemets juifs, chrétiens, athées ou autres, ton voisin de palier, et sur le plan religieux, sur le plan juridique, jurisprudentiel en tout cas islamique, un membre important. Il a des droits et tu as des obligations envers lui. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de toute considération idéologique et ou politique, on a un comportement qui s'inspire de ce que l'islam nous a enseigné et qui doit être pratiqué. C'est pas fait pour être dans les livres ou être théorisé. Voilà. Ton voisin, tu le vois, c'est bonjour, c'est bonsoir. Il est en difficulté, tu lui portes assistance. Quelle que soit, entre guillemets, sa forme de réponse. Qu'il soit reconnaissant ou, je dirais, ingrat, le problème ne se pose pas là. Parce que religieusement parlant, éthiquement parlant, tu as un devoir envers lui. Ben justement, tu me tends la perche pour parler d'un problème qui est récurrent au sein de nos quartiers. On voit en fait que les musulmans, les Mohammed, les Lassana, les Khadija, et toutes celles et ceux qui sont justement affiliés, permets-moi ce terme, à l'islam, ben, c'est eux qui dérangent. C'est eux qui créent ce nuage de fumée à l'entrée des halls. C'est eux qui font le tapage nocturne. C'est eux qu'on retrouve un petit peu partout. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas faire le jeu ou être le porte-parole des extrêmes en disant cette chose-là. La réalité de nos quartiers le démontre tous les jours. Et donc, lorsque tu nous dis, oui, il faut investir le champ politique dans notre quotidien, avec le voisinage, en étant au service justement de la cité, du bâtiment, du quartier, de la région, à un moment ou à un autre, ne devrions-nous pas justement nous délester de celles et ceux qui s'affilient à l'islam, mais qui nous font plus de tort qu'autre chose? Parce qu'il y en a qui disent cette chose-là. Je te donne juste un exemple concret. Il y en a beaucoup qui ont voté dans notre communauté pour le RN. C'est incroyable quand même. Ouais. Moi, j'en veux plus de ces gens-là. Eux, ils me considèrent, en tant que Français, mais eux, ils ne me représentent pas. Et là, on se retrouve encore une fois dans une sorte de schizophrénie politique. C'est des gens qui ne nous aiment pas, mais à cause de personnes qui nous font du mal, ben en fait, on met tout le monde dans le même paquet. Qu'est-ce que tu peux nous dire ou nous conseiller vis-à-vis de cette chose-là? Avant toute chose, Mehdi, quand on est dans des quartiers à forte représentation, en tout cas de gens issus de communautés diverses ou d'ethnies, même si nous avons la même nationalité, donc le même terreau culturel normalement, il ne faut pas oublier que cette surreprésentation dans le quartier fait que on pense que ce sont ceux que tu citais qui font. Mais c'est une petite partie. C'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que sur un quartier de 2000, 3000 habitants, parfaitement vrai ça va être le fait peut-être de 10, 15 personnes. C'est vrai. Donc je pense qu'il ne faut pas que nous tombions dans les travers de stigmatiser une population au travers, entre guillemets, d'une infime partie. Mais sinon, ce n'est pas égal approbation, sachant que nous devons également appeler au bien et interdire le blâmable. Alors, justement... Après, il y a un militantisme derrière, peut-être. Alors, beaucoup de gens le font, mais il y a d'autres réalités dans ces quartiers. Il y a des réalités sociales. Les familles monoparentales sont aujourd'hui, économiquement et socialement parlant, un problème. Un problème pourquoi? Parce que lorsque tu as une mère de famille qui vit seule pour X raisons, soit qu'elle a eu des enfants de relations diverses, donc elle s'est retrouvée évidemment à devoir les éduquer, soit que le mari est parti, soit que le mari est décédé, ou inversement, des fois le papa peut se retrouver seul avec des enfants. Donc la société, à proprement parler, montre que une famille, c'est normalement un couple, deux personnes. Et là, c'est un manque d'équilibre. Il y a un problème d'équilibre, ça c'est le premier aspect. On est vite dépassé. À l'époque, lorsque certains dictateurs pratiquaient la violence policière ou autre à l'encontre de leur propre population, il fallait des fois des semaines, voire des mois pour que l'information nous parvienne, parce qu'on n'avait pas les réseaux. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui ont pénétré tous les foyers. Et donc on a des influences au sein même des foyers qui sont insoupçonnées de la part des parents eux-mêmes. Et des fois ils découvrent trop tard, et on l'a vu notamment avec le harcèlement scolaire, avec ces enfants malheureusement qui se sont suicidés, de jeunes ados, quelle que soit leur confession. Tu parles en connaissance de cause en plus. Voilà. Cette problématique-là, elle a mis devant des réalités rudes des parents qui se sont trouvés complètement désabusés et perdus. Et le choc est frontal. C'est plus qu'une voiture dans 200 km/h contre un mur. Donc je pense qu'il faut raison garder. On a besoin à chaque fois d'analyser les choses avec sang-froid. Et donc, quand on analyse toutes ces franges de la société, toutes ces problématiques
la question économique. N'oublions pas que beaucoup de familles aujourd'hui souffrent au quotidien. Parce que les charges sont ce qu'elles sont. Donc si tu ne paies pas ton loyer, l'électricité, toutes les charges afférentes à ce loyer-là, ben, tu te retrouves sans toit. Et comme les gens ont besoin d'intimité à préserver, ils préfèrent se priver de manger ou d'autres, je dirais, loisirs, entre guillemets, si loisir il y a, que de perdre leur dignité et d'être montrés à nu aux autres. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, on préserve son toit, mais c'est des fois au détriment justement de la gamelle. Donc la marmite ne bout pas tous les jours. C'est vrai. Voilà. Et vraiment, ça c'est le premier appel. Enfin, c'est l'un des aspects en tout cas que je vois. Il y a le problème aussi, entre guillemets, de ce que j'appelle la distanciation culturelle avec le pays d'origine. Des fois, c'est bien, entre guillemets, de garder des liens parce que ça permet d'être apaisé. Voilà. Tantôt ici, tantôt là-bas, on sait plus ou moins qui on est, on n'a pas ces interrogations. Mais on a beaucoup d'enfants de ces communautés-là, dont les parents, des fois, partent rendre visite à leurs proches, mais qui n'ont jamais emmené leurs enfants avec eux. On a des enfants d'Afrique subsaharienne qui ne connaissent rien de leur culture. Alors parce que les billets sont extrêmement chers. Quand il faut payer 800 ou 1000 euros par personne, c'est un budget. Donc c'est un frein. Et bien souvent, ces jeunes-là, sur le tas, quand ils s'interrogent sur leur identité, font l'effort, eux, de payer le billet et d'aller renouer les liens. Et donc là, on sent l'apaisement. Et cet apaisement est nécessaire. Parce qu'il y a, moi, ce que j'ai toujours appelé l'appel de la terre. On a beaucoup de gens qui ont coupé les liens avec leur pays d'origine, qui sont partis à l'âge de 20 ans, qui n'ont plus jamais remis les pieds. Mais arrivés à 60, 70, 80 ans, il y a quelque chose qui les appelle. Et ça, je l'ai vu chez beaucoup de nos retraités, qui, après 70 ans, après avoir coupé les liens, se sont dit, c'est plus fort que moi, ça m'appelle. Et bien, il y a l'appel de la terre. Parce que nous sommes constitués justement de ces oligo-éléments, puisque nous sommes créés dans les traditions religieuses d'argile, et cette argile-là nous rappelle à nous. Ça nous rappelle à notre réalité. Et donc, vis-à-vis de ces jeunes-là qui, justement, nous font plus de tort que de bien, y a-t-il une solution? Qu'est-ce que tu pourrais nous préconiser selon ta vision historique des choses? Est-ce qu'il y a eu un précédent? Parce qu'un tel brassage ethnique, oui, il y a eu au moment de la colonisation, certainement. Oui, on a vu qu'il y avait des musulmans, mais pas des quartiers entiers, pas des pans entiers du territoire français qui se retrouvent, franchement, c'est très rare de voir en fait une personne qui est française d'origine dans ces quartiers-là. Ce tel brassage ethnique, parce qu'on voit très bien qu'il y a une crise identitaire en France, sans aucun doute possible. Qui dit crise identitaire dit justement la montée des extrêmes. C'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Mais comment s'en sortir vis-à-vis de tout ça? On aimerait bien pouvoir apaiser les choses, on aimerait bien pouvoir vous dire oui, ne vous inquiétez pas, je suis plus proche, moi, d'un Français de souche que je pourrais l'être d'un Tunisien. Dire à propos pareil, ça peut être fort, mais dans mes lectures, dans le fait que j'ai grandi dans l'école de la République Marianne, dans le fait que j'ai eu, historiquement parlant, plus d'informations sur l'histoire de la France que sur l'histoire de la Tunisie, ayant grandi ici, ayant fait ma vie ici, ayant travaillé ici. Donc quelque part, encore une fois, c'est toujours cette même question qui revient. Quels sont les outils, les instruments que nous pourrions faire justement pour apaiser les tensions qui règnent aujourd'hui en France, en tant que musulmans en premier lieu et en tant que citoyens français? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. On voit bien que les discours que nous tenons aujourd'hui sont des fois, entre guillemets, provoqués par les débats politiques du moment. Et ce que j'appelle débat politique du moment, ça dure depuis maintenant, depuis trop longtemps. Depuis 2002, en fait, depuis Chirac et lorsque Le Pen est arrivé au deuxième tour. Donc je pense que nous devons raison garder et ne pas tomber dans ce piège-là, justement, de la stigmatisation à outrance. Il y a un travail de terrain à faire. Les travailleurs sociaux vous diront que ce qu'ils vivent sur le terrain, c'est ce qu'ils vivent depuis des décennies en réalité. Les difficultés, évidemment, sont de nature différente, mais sont quelque part un petit peu les mêmes. Et concernant le brassage de population auquel tu fais allusion, si nous reprenons la façon dont les HLM ont été peuplés, notamment aux années 70, on avait effectivement beaucoup de populations mélangées. Nous avions des Maghrébins, des Africains, nous avions des Portugais, beaucoup de Portugais aussi qui vivaient, évidemment, entre guillemets, ce que tu appelles des Français de souche. Donc il y avait plus ou moins un équilibre. Sauf qu'à un moment donné, économiquement parlant, beaucoup de Portugais ont eu les moyens de quitter ces quartiers, donc sont allés acquérir des biens immobiliers, donc notamment des maisons individuelles dans lesquelles ils ont habité. Ils ont progressivement été remplacés par un petit peu plus de Maghrébins. Ensuite, dans les années 90, à peu près 2000, on a eu ces Maghrébins qui, eux, pour beaucoup, ont eu aussi les moyens d'aller acheter des maisons individuelles. Et donc, ça a libéré le terrain, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'un point de vue ethnique, on a effectivement beaucoup d'Africains, on a beaucoup
d'Indiens aussi qui viennent, Ouais, qui sont, qui sont. Donc on a un brassage presque naturel qui se fait. Et on a aujourd'hui effectivement beaucoup d'Africains aussi qui ont accès à la maison à propriété individuelle. Donc ce que je veux dire, c'est que quelque part, il y a évidemment un phénomène qui est social, un phénomène économique qui fait qu'à un moment donné, ben, mieux les gens sont installés, plus ils ont les moyens évidemment de soit de créer leurs entreprises, d'avoir des moyens financiers qui vont leur permettre de vivre différemment. Tu me dis en fait que cette histoire, c'est une histoire de finance, d'économie. Plus on est lié. Voilà, plus on est économiquement à l'aise, et moins on sera sujet justement à la délinquance, moins on sera sujet en fait. Alors je ne dis pas ça parce qu'on a aussi les délinquants en col blanc. Ouais. Donc, mais après ça c'est à un autre niveau ça. Alors c'est à un autre niveau, et puis des fois les fréquentations font qu'on peut très bien être entre guillemets ce qu'on appelle un enfant de bonne famille, mais voilà, on peut tomber dans certains travers. Donc non, moi je pense que ce qui relève des quartiers à proprement parler ne relève pas seulement de problèmes d'ordre culturel ou autre, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est pour ça que l'analyse des cellules familiales, les situations économiques, généralement quand on réside dans HLM, c'est qu'économiquement parlant, on n'a pas les moyens d'aller vivre ailleurs. Voilà. Donc il faut prendre tout cela en considération. Et bien souvent, c'est un mélange explosif qui fait qu'on a des situations explosives. Voilà. Ça ne peut pas être le fait de gens incurables qui seraient irrécupérables ou autre. Moi, je ne crois pas à cela. Par contre, je crois que le religieux que je suis a un rôle à jouer, parce qu'on n'est pas sur Terre pour s'amuser ou pour profiter de la vie, pour parler. On profite de la vie, certes, mais on a un rôle utile, et cette notion d'utilité sociale, elle est fondamentale à l'égard des autres. On ne peut pas condamner un homme. J'ai l'impression que tu lis dans mes pensées, parce que c'était exactement, tu me tends la perche de pouvoir passer justement à l'autre sujet qui est très important pour moi. Il y a un travail de prédication. On me nomme, entre guillemets, imam prédicateur. D'accord? Donc je fais une prédication et j'ai une extrême visibilité sur les réseaux sociaux. Néanmoins, lorsque j'écoute les rotables de Jumu'ah des différents imams, etc., j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion entre les discours réels de la société et de ce que les imams qui montent sur les chairs, d'accord, ou réunissent des milliers de fidèles devant eux, j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion entre la réalité, le quotidien des gens et les discours qu'il aurait tenus. Alors, pour être moi-même parmi ces prédicateurs, nous marchons sur le fil de la prédication tel des funambules. Il y a les autorités qui sont là, qui nous surveillent, comme le lait sur le feu. Il y a les fidèles également, où il y a certains sujets qui sont tabous, qui sont difficiles à prendre en compte. Il y a également la manière d'apporter et d'évoquer les sujets. Il y a les pressions, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qui sont étatiques, fermeture d'associations, perquisition à domicile, etc. Pour toutes ces choses-là, parce qu'il y a un environnement quand même qui est hostile. Et toi qui as traduit, machallah, d'éminents penseurs, d'éminents savants, qui eux-mêmes à l'époque de l'Algérie française ont eu à subir ces choses-là, quel serait le conseil que tu pourrais donner justement à ces prédicateurs pour qu'ils puissent continuer à faire ce travail de terrain, de continuer justement à donner la parole, tout en étant préservés des méfaits que cela pourrait avoir vis-à-vis des autorités? C'est une question difficile, Mahdi. Premièrement, parce que je ne vois pas, entre guillemets, dispenser de conseils. D'accord. Ça, c'est un principe de vie. J'ai des idées à partager, des réflexions à échanger. Mais cette notion de conseil signifierait que quelque part, je me positionnerais, entre guillemets, un petit peu en perspective, en tant qu'observateur, et là, je distribuerai les bons ou les mauvais points. Justement, c'est le fait d'avoir ce recul nécessaire qui te permet d'avoir cette lecture. Et justement, pour ne pas être dans ce rôle-là, je serais tenté de dire que par expérience, on a différents types de profils de prédicateurs. Et pour contourner un petit peu la question, je vais, si tu le permets, revenir 10 siècles en arrière. Ma thèse a porté sur un éminent penseur qui est Abu Hamid al-Ghazali, qui était conseiller du calife de Bagdad. Donc on était à l'époque sous domination seldjoukide, donc turque. Et donc il intègre de hautes fonctions, et notamment la Nizamiya, la célèbre université fondée par le vizir seldjoukide Nizam al-Mulk, décédé en 1092. Et al-Ghazali s'est attiré les foudres de ses contemporains, ulama, et là ça va répondre à ta question, parce qu'il avait procédé à une distinction très nette entre ce qu'il appelait ulama al-dunya et ulama al-akhira, entre les savants dits entre guillemets de la vie d'ici-bas et ceux de l'au-delà, ceux qui cherchaient les honneurs et donc à s'introduire auprès des sultans, donc du pouvoir, et ceux qui dans leur pratique religieuse, dans leur prédication, n'avaient évidemment pour, je dirais, objectif que la vie ultérieure. Donc je serais tenté de dire qu'en m'appuyant
et ce n'est pas moi qui le dis, sur cet éminent savant, sachez si vous appartenez à l'une ou l'autre des catégories. C'est au prédicateur de faire son introspection. C'est à lui de voir si, et tu sais que le thème de ma thèse a été les vanités du monde dans la pensée islamique, donc les vanités, al-ghurur quelque part. Comment le croyant dans sa pratique peut s'illusionner, être dupé par sa nafs. Et donc c'est ça, moi j'inviterais plutôt ces prédicateurs-là à s'interroger sur leur nafs, al-ammaratu bis-sou, ou al-lawama, afin qu'ils soient dans une nafs mutma'inna, une âme apaisée, voilà. Donc celle qui incite au mal, le shaitan, le gharour, Ya ayyuhan nas, nous dit le Coran, ô homme, inna wa'dallahi haqq, la promesse d'Allah est vérité, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wa la yaghurrannakum billahi al-gharour. Que nous vous trompons au sujet d'Allah, la vie présente, et que nous vous trompons le trompeur, al-gharour, le shaitan. Donc, tout prédicateur digne de ce nom, c'est que quelque part, et c'est les trois acteurs du ghurur, de l'illusion en matière islamique, et tels que les ulama l'ont défini. On peut même retrouver ça dans Kitab Da'wa de Ibn Qayyim al-Jawziyya, Talbis Iblis Ibn al-Jawzi. Voilà. Oui. Ces trois acteurs sont respectivement la nafs, le shaitan et zinatul hayat ad-dunya, c'est-à-dire les attraits de la vie d'ici-bas. Donc, charge à vous, charge à moi, de savoir lequel de ces trois est mon pire ennemi. En général, ça fait un mélange explosif. Donc, il y en a toujours un petit peu des trois. J'ai bien compris ta question. Tu es en train de nous dire en fait que justement ce travail de prédication, il va être seul, l'imam, devant son auditoire, et c'est à lui de faire son travail d'introspection. Allah le jugera par rapport à son intention avant toute chose. Alors, moi... C'est intéressant, pardonne-moi de te couper, c'est intéressant ce que tu dis, mais en fait, tu es en train de nous dire en fait, qu'il n'y a pas justement une prédication qui est globale, et que depuis le début, en fait, il y a toujours eu différents types de prédicateurs, à chacun de faire son introspection justement pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Et de penser fédérer la parole des prédicateurs, c'est comme une illusion, comme penser fédérer en fait la parole des musulmans dans leur ensemble. Oui, pour quelle raison? On a vu récemment que, suite à notamment un imam expulsé qui avait expliqué que ses propos avaient été mal interprétés parce qu'il n'avait pas employé les termes adéquats. Le problème, il est là, c'est qu'on va, entre guillemets, au premier abord, juger un prédicateur, ou comprendre en tout cas, sa pensée au travers des propos de 10-15 minutes. C'est vrai. Mais ça ne reflète pas une vie de prédication. Non. Donc, on voit bien que le choix des mots est important. Mais pour avoir conscience du choix et du poids des mots, il faut avoir conscience de la société dans laquelle on évolue. On a tendance toujours à dire, oui, bon, l'État français est un peu dur, il n'aime pas l'islam ou autre. Je suis tenté de dire que interroger l'histoire des chrétiens de France avant toute chose. C'est vrai. La laïcité, Thomas, là, par contre, il a écrit un livre dessus, oui. La laïcité en France, elle ne s'est pas construite, entre guillemets, la fleur au fusil. Non. Ce que l'on appelait à l'époque les bains républicains, c'est des Vendéens que l'on jetait dans la mer. Exactement. On laissait se noyer, évidemment, et dans les marécages. Ça, on appelait ça le bain républicain. Incroyable. Donc, il ne faut pas oublier que la France, avant d'avoir une histoire, entre guillemets, avec la religion musulmane, elle a une histoire avec la religion catholique. Pour X raisons. Voilà. Qui ont conduit au régicide et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand je lis cette histoire-là, qui est mon histoire aussi en tant que Français, je comprends un petit peu mieux les tenants et les aboutissants. Donc, quelque part, je ne dis pas que ça justifie, évidemment, cette forme-là de rigorisme à l'encontre de l'islam. Mais je me dis que, historiquement parlant, c'est quelque chose qui est prégnant dans l'histoire de France. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc, ce n'est pas une stigmatisation propre aux musulmans, mais juste à toute spiritualité. Les chrétiens en ont fait les frais. Les juifs également, lors de la Seconde Guerre mondiale, et avec toute la stigmatisation qu'ils ont eu à subir, au moment où c'était eux qui étaient partie visible, et maintenant effectivement c'est autour des musulmans. Donc c'est vrai que lorsqu'on réfléchit comme ça, on ne va pas se dire oui, la victimisation, nous les musulmans, etc. Mais lorsqu'on regarde ça à échelle historique, en prenant un peu de recul, effectivement on voit en fait que c'est pas nouveau, et qu'il faut peut-être également regarder de ce qui a été fait déjà dans le passé, pour essayer de pas d'arranger les choses, mais de trouver des solutions justement. Alors, avec une nuance quand même, c'est que ces réflexions-là, elles n'interdisent pas l'établissement du constat, qui est un constat réel aujourd'hui, de la souffrance d'une part de la communauté musulmane par rapport justement à toutes ces attaques perpétrées de manière verbale ou autre. Oui, une islamophobie complètement exacerbée. C'est une réalité. Ça, c'est une réalité qui est douloureuse, mais je suis tenté de dire que pour que la douleur soit plus supportable, quand on prend conscience de tous ces événements politiques et historiques, notamment passés, voilà, la douleur sera là, mais elle sera peut-être moins intense. Très bien, on dit que l'histoire est un éternel recommencement. Pour apporter, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre entretien,
est-ce que tu es optimiste par rapport au temps qui nous attendent? Bien entendu, le musulman, il a toujours tafa'ul avec sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours espoir, il a toujours une bonne opinion de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer et qu'on voit que tous les 80 ans, voilà, il y a quelque chose de très difficile qui est en train de se passer, tu es optimiste? Est-ce que tu vois les choses aller en s'améliorant? Est-ce que tu penses qu'on peut court-circuiter justement l'histoire naturelle des choses? J'ai toujours été quelqu'un de pragmatique, donc je ne m'emballe jamais trop. Je ne suis pas quelqu'un de généreux ni dans l'enthousiasme ni dans la tristesse. Voilà. Donc j'essaie d'appréhender les choses à mon petit niveau, mais je renverrai au titre d'un ouvrage d'Ibn Qayyim Jawziyya qui s'intitulait Irathatul Lahafan min Masa'id ash-Shaytan, ou comment tirer la personne affligée des pièges tendus par le diable. Et c'est cette réflexion-là justement que nous devons repousser, parce que le musulman par nature est quelqu'un d'optimiste dans le sens où il ne désespère jamais de la miséricorde divine. Et nous sommes certes entre guillemets des acteurs sociaux, à proprement parler, mais il y a un plan divin que nous ignorons, donc les desseins d'Allah subhanahu wa ta'ala sont difficiles à percer. Et donc il faut toujours avoir bon espoir que tant que nous sommes en vie, donc nous devons continuer d'être les porteurs du message. Et être porteur du message, c'est être porteur d'une lumière. C'est magnifique ce que tu dis. Néanmoins, je n'ai pas envie d'être la personne qui va apporter, comment dirais-je, un aspect lugubre à notre discussion. Mais lorsque tu regardes que maintenant, près de 9 mois, nos frères gazaouis, et même en Palestine de manière générale, on est en train d'assister à un génocide en direct. On n'a jamais vu ça dans l'histoire humaine. On voit des gens, des enfants, énormément d'enfants mourir. On voit qu'il n'y a plus d'instances internationales, on voit qu'il n'y a plus de chancellerie internationale, on voit que le droit international est complètement bafoué. On pensait qu'il y avait cette fameuse ONU, Organisation des Nations Unies, qui va permettre justement à essayer de régler, à être le gendarme du monde. Et là on se dit, mais ils sont complètement délaissés, ni communauté panarabisme, ni musulmane, ni internationale. On se dit, mais où est le droit? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous n'avons jamais eu, enfin, ça a existé, mais on était sous le couvert d'une certaine régulation internationale avec justement l'ONU, etc. Mais là, on voit, il n'y a plus rien. Comment garder justement espoir parce qu'on voit toutes ces choses-là? Cette tragédie de Gaza, elle relève de plusieurs aspects. Tu sais que je suis d'origine algérienne, et lorsque les événements terribles qui se déroulent aujourd'hui à Gaza ont débuté, qui ne date pas d'hier malheureusement. Oui, bien sûr. Beaucoup de gens d'origine algérienne ont relu leur histoire de manière différente. C'est-à-dire qu'on a quelque part vécu de nouveau les atrocités du colonialisme en Algérie. Ça a été documenté. On a des films évidemment sur ces questions-là. Nous avons des photos d'exécutions sommaires, de villages brûlés, de villages bombardés, de femmes violées, de tortures jusqu'à la mort. Bref, d'ignominie, comme seul l'homme peut, entre guillemets, en créer. Donc, sur tous ces aspects, malheureusement, Gaza, ce n'est pas une situation nouvelle à l'histoire, à l'échelle de l'histoire humaine. Et ce qui donne espoir, c'est qu'en dépit de cet acharnement, on a vu que l'Algérie a pu recouvrer son indépendance, que la France, a posteriori, a quand même réussi à tisser des liens avec son ancienne colonie, qu'il y a des efforts de part et d'autre, même s'ils sont encore infimes, de réconciliation des mémoires, même si évidemment ça n'effacera pas le sang qui a été versé, mais au moins le message d'espoir, c'est de se dire qu'au-delà de cela, il y a une possibilité d'avancer. On posait la question justement à un grand intellectuel d'un certain âge aujourd'hui, qui a occupé de grandes fonctions ministérielles, qui nous posait la question combien de temps la colonisation d'Algérie a-t-elle duré? Donc on lui a répondu 132 ans. Et il disait depuis quand la Palestine est-elle occupée? Maintenant 80 ans. Donc il a fait une soustraction. Il dit bon, ils vont y arriver, mais peut-être qu'ils ont encore un petit peu de temps de patienter. C'est dur. Vous voyez? Ouais. C'est 132 ans d'un côté pour recouvrer sa liberté, son indépendance. Indépendance, certains vous diront relative, mais alhamdoulilah, indépendance. Oui. Et à l'échelle de la Palestine, avec toutes ces atrocités, qu'il patiente, parce que de toute façon, l'humanité, Inch'Allah, elle reviendra à un moment ou à un autre. Il ne faut pas occulter, Mahdi, les efforts de certains États, comme l'Espagne, l'Irlande, la Norvège. Norvège, qui ont reconnu l'État de Palestine,
Donc ça, c'est important. Ce sont peut-être de petits efforts à l'échelle de certains, mais ce sont des efforts qui comptent aujourd'hui pour construire le futur de demain. Excellent, d'accord. J'entends très bien ce que tu nous dis. Tu es un littéraire, tu écris des livres, tu traduis des livres. Pour finir, est-ce que tu peux nous donner au moins 3 conseils de lecture par rapport à notre situation actuelle, et par rapport, que ce soit des livres religieux ou même profanes, hein, sans aucun souci. Écoutez, revenez au Coran. Ah, bah, revenez au Coran. Je le dis en toute sincérité, il faut revenir au Coran. Parce que quand on lit le Coran avec profondeur, alhamdoulilah, on a justement Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle sur plusieurs plans. Sur l'histoire des nations passées, c'est la raison pour laquelle notamment le récit de Moussa alayhi salam revient de maintes reprises, de ce prophète qui est né au sein, entre guillemets, d'une famille de Taurat, hein, comme le décrit le Coran à propos de Pharaon, et qui ensuite s'est retrouvé être leur premier ennemi, justement, dans la perspective de les ramener à la raison. C'est ça le message de Moussa. N'avons-nous pas un parallèle à faire avec nous? Nous sommes nés également comme Moussa à l'intérieur du palais. Bien que lui était israélite, et que nous sommes peut-être un petit peu juste français, on va dire, de papier, mais nous connaissons, subhanallah, les rouages justement de ce palais. Alors, être français de papier, peut-être non. Je pense qu'on est plus que français de papier. Oui, pour eux, je pensons. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je me sens plus proche de cette terre-là que... Oui, tout à fait. Donc, je pense que le propos est ailleurs. Mais ce qui est intéressant au travers de cette lecture du Coran, c'est donc l'histoire des nations passées et surtout la lecture de notre environnement naturel, parce qu'on s'est coupé de tout cela. Qui va aujourd'hui, entre guillemets, s'émerveiller devant un oiseau qui se pose devant toi? Ça a l'air bête, hein. À chaque fois, quand je fais des interventions, je dis ça fait un peu neuneux. Ça ne fait pas neuneux. Parce que c'est extraordinaire de constater dans cette création divine qu'un petit être comme ça puisse être entre ciel et terre. Il n'y a pas de fil qui le tient. Hein? Parce qu'on va réfléchir, effectivement. Ouais. Et Allah, il nous invite. Donc il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour les doués d'intelligence. Hein, c'est ça. Et on s'émerveille. Tu n'as pas créé ça pour voilà, pureté à toi. Subhanallah. Donc, n'oublions pas qu'on a l'univers qui est un livre intelligible. Il s'offre à nous. Donc, on a des lectures à faire. Quand on observe, moi je suis un grand fan de documentaires animaliers, de nature, de rando, tout ce que tu veux. Ça a l'air bête, mais lorsqu'Allah nous dit Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha. Donc Allah nous dit que nous avons proposé l'aman à ce dépôt qu'a assumé l'homme aux cieux, à la terre et aux montagnes qui l'ont refusé et en ont eu peur. Quand je suis monté à plus de 3800 mètres d'altitude de l'aiguille du Midi, là c'est de la roche, c'est des montagnes, mais tu sens une puissance extraordinaire. Et là, cette ayam est revenue et je l'ai compris tout de suite. Il y a des choses qui se vivent. Et donc, on ne peut pas être coupé de notre environnement. Peut-être que des fois, le béton, puisque tu faisais référence au quartier, nous coupe de cet environnement. Mais on a besoin de retisser ces liens pour comprendre et la création et ce qu'Allah attend de nous. Donc, premier conseil de lecture du Coran, c'est revenir à la lecture du Coran. Ensuite, on peut... Juste pour celles et ceux qui nous regardent, il y a aussi les lauriers de l'exégèse qui est exceptionnel parce que le Coran parfois peut être un petit peu difficile à lire, mais c'est un concis d'exégèse qui est sur 3 tomes et qui facilite grandement la lecture du Coran. À ce propos, tu me tends la perche, donc on revient à la langue arabe. Ouais. Lisez le Coran dans la langue de révélation. Déjà ça purifie, ça fait du bien déjà. C'est déjà le premier point. Deuxièmement, je suis tenté de dire que lisez Les Misérables de Victor Hugo. Il faut lire. Il faut lire. Exceptionnel, ouais, il faut lire. Il faut lire parce Pourquoi il nous dépeint la société de son époque, mais il nous dépeint la misère humaine qui, elle, n'a pas d'époque quelque part. On est toujours dans le même cas. Hein. Exactement. Et c'est profond. Humainement parlant, c'est très profond. Et en troisième lieu, je suis tenté de dire, lisez Saladin. Voilà. Lisez Saladin parce que j'ai mis tout mon cœur, mais plus que cela encore, c'est un roman historique. Il n'est pas fait que pour les ados, on est bien qui est social, voilà, c'est ado-adulte. Et il y a différents modes de voyage qui sont visités de manière à justement susciter la curiosité. Et beaucoup d'adultes sont revenus à la lecture de livres d'histoire grâce à Saladin. C'est vrai, j'en fais partie. Et j'ai surtout beaucoup aimé, parce que tu mets aussi le côté entre Saladin et son professeur, au début de la saga, où il y a
bon, on va pas en dire plus, mais c'est super intéressant. On arrive surtout à faire une bonne projection parce que c'est quelqu'un qui a grandi dans les quartiers. Exactement. Et on arrive à s'identifier. Donc oui, et pour les enfants et pour les adultes de pouvoir lire Saladin. Ben écoute Ilyes, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Merci pour ces réflexions. Merci pour ces pistes également de réflexion. Merci pour ces références historiques. Et j'espère t'avoir dans un prochain entretien comme ça pour d'autres sujets tout aussi intéressants. Je tentais de dire que ce que j'ai dit n'engage que moi. Donc voilà. D'accord. C'était un partage de réflexion. C'est ce qu'on voulait dire. Barakallahu fi.